Pascal Pic, vous êtes paléanthropologue, mais vous n'êtes pas un paléanthropologue étroit. Vous vous intéressez à des domaines et à des disciplines multiples. Vous êtes même au carrefour, au fond, d'un certain nombre de disciplines. J'ai envie de vous poser une première question concernant l'homme et l'humain. L'homme, on peut s'entendre, c'est une espèce. Mais l'humain, quand on commence à essayer de parler de l'humain, ça devient déjà beaucoup plus compliqué. Ça dépend des critères que l'on donne à l'humain. Il est vrai que l'homme, c'est facile. Dans la nature actuelle, il n'y a qu'une seule espèce d'homme et on peut très facilement la distinguer des espèces les plus proches que sont les grands singes et notamment les chimpanzés. Ceci dit, quand on va au niveau des gènes, ça commence à être un petit peu plus compliqué. Néanmoins, c'est facile. L'humain, c'est autre chose. Et il y a une confusion des genres, c'est le cas de le dire, puisque mes collègues parfois parlent de primates humains et de primates non humains. Et là, il y a une confusion entre deux concepts. Un qui est celui du domaine de la nature, donc biologique, donc qu'est-ce que l'homme, et l'autre qui est du domaine de la philosophie, qui est qu'est-ce que l'humain. Et si nous avions fait cette intervention, cet échange, il y a 40 000 ans, nous aurions eu à nous poser la question qu'est-ce que l'humain, en ayant plusieurs espèces d'hommes. Et dans mon domaine, en paléoanthropologie, il y en a qui ont tendance à exclure par exemple les hommes de Néandertal, qui étaient les Européens, mais exclure aussi d'autres hommes, les hommes de Solo à Java, ou les hommes de Flores, une espèce d'homme très petite d'ailleurs, de vrais Lilliputiens. Et là, pour moi, en tout cas, et pour, disons, une école assez humaniste, pour dire les mots comme ils sont, pour nous, nous considérons qu'il y avait plusieurs espèces d'hommes, mais dans une même humanité. Donc une humanité à plusieurs visages. Certains le refusent, certains préfèrent toujours conserver cette idée qu'il n'y a qu'une seule espèce d'homme qui se confond avec le concept d'humain. Donc c'est un enfermement. C'est un enfermement qui n'est pas acceptable à mon sens parce que ces critères de l'humain s'ouvrent à d'autres espèces et même aujourd'hui, la question se pose avec les grands singes puisque beaucoup de chercheurs considèrent que les droits de l'homme doivent être élargis aux grands singes. Alors, je dis aujourd'hui, mais soyons très clairs, il y a 2 siècles et demi, ceux qui vont fonder cette philosophie des Lumières qui va aboutir à la notion de genre humain, pensaient y inclure aussi les grands singes. Donc, on voit bien que notre modernité, entre guillemets, retrouve une réflexion plus ouverte et plus profonde qu'il y avait dans la philosophie des Lumières. Donc, l'humain, c'est simplement la mise en place de critères, mais ces critères nous exigent de notre part d'aller regarder ailleurs. Alors que pour beaucoup, l'humain, c'est un renfermement. Pour moi, l'humain, c'est une question ouverte et pas une question fermée. Donc, la question de l'homme et de l'humain sont complètement dissociées, puisque aujourd'hui, ces critères embrassent une humanité plus large qui dépasse l'homme en tant qu'espèce. Parce que on fait souvent la distinction entre le processus d'hominisation et un processus d'humanisation. Le processus d'hominisation, ce serait la sortie de l'homme de l'animalité, et le processus d'humanisation, ce serait la prise en charge de l'homme par les hommes. On aurait d'un côté l'hérédité, de l'autre l'héritage. Est-ce que cette distinction vous semble pertinente ? Alors d'abord, hominisation, ça voulait dire quoi? L'expression vient de Teilhard de Chardin. Bon, il y a eu d'autres penseurs autour de lui, mais Teilhard de Chardin est celui qui l'a le mieux porté. Et pour lui, l'hominisation, c'est en fait un concept philosophique, et non pas un concept évolutionniste et biologique. Seulement, les deux ont été confondus une fois de plus. Et pour beaucoup, on accepte l'évolution de l'homme, mais l'évolution va vers l'homme, comme s'il y avait une tendance dans l'évolution qui aboutisse à une espèce de suprématie de l'homme. C'est un petit peu l'histoire de la providence ou autre. Seul l'homme donne de l'intelligence à l'histoire de la vie. Et en l'occurrence, donc, on aurait cette vieille idée qui traîne dans la pensée occidentale et qui remonte aux Grecs, que la nature change peut-être, mais elle a un but, c'est l'homme. Donc, on a eu plusieurs termes autour de cela, l'orthogénèse, enfin, il y a plein de textes et de concepts qui sont liés, mais l'idée est toujours la même, une espèce de finalité. Aujourd'hui, les théories de l'évolution récusent cette idée de finalité. Donc l'hominisation, c'est un terme qui tombe en désuétude. En tout cas, chez Teilhard de Chardin, ça voulait dire une pensée qui embrasse la nature, le cosmos, mais une vision optimiste. Et alors à telle enseigne qu'aujourd'hui, il y en a qui ont toujours cette vision réductionniste. Or, Teilhard de Chardin, c'était beaucoup plus ouvert. Et j'évoquerai un philosophe, Clément Rosset, qui a écrit un magnifique livre qui s'appelle « La lettre aux chimpanzés ». Donc ça, c'est superbe. Mais il y a un petit texte à la fin sur Teilhard de Chardin, et Clément Rosset, il y a 40 ans, disait que si, en substance,
Teilhard de Chardin savait ce que sont les chimpanzés, il y a 40 ans on en savait beaucoup moins, eh bien il les mettrait dans la même humanité. Donc ce qui nous ramène à la question tout à l'heure. Alors maintenant vient la question de l'humanisation. Ben, l'humanisation, c'est là aussi un travail constant sur nous-mêmes, en ce sens où ça consiste à accepter l'altérité, l'autre, c'est l'action de l'altérité. Donc certains vont dire que cela ne concerne qu'une catégorie, et donc avec derrière le concept d'humanité, qui est un concept d'humanité, mais qui est opposé à celui d'animalité, pardon, et qui va être celui de l'exclusion. C'est-à-dire que certains vont vouloir considérer encore que l'humanisation, ça correspond à une seule culture qui, à travers le développement de ces concepts, essaye de l'imposer, soyons très clairs, aux autres hommes, et si les autres hommes ne l'acceptent pas ou en sont exclus, ils ne sont plus dans l'humanité. Donc là, c'est extrêmement dangereux, mais ça a existé de tout temps et ça existe encore aujourd'hui. Mais l'humanisation, j'aime pas trop ces termes, je vais vous dire clairement, parce que ça laisse entendre qu'il y a de grands principes. Or, ces principes n'existent pas dans la nature, pas plus que dans l'évolution. Et en l'occurrence, c'est toujours un travail sur nous-mêmes. C'est ça qui est important. Donc, ce n'est pas un dessein, ça peut être un objectif qu'on doit toujours retravailler. C'est exactement le mythe de Sisyphe. Il faut toujours reprendre ce concept-là, de telle façon qu'il soit toujours ouvert et non pas refermé comme on le voit trop souvent. Donc l'humain n'est pas une destination, n'est pas une finalité. Je vais être très clair, oui. L'humain n'est pas une finalité, et quand on accepte l'idée d'évolution, et quand on voit comment se passe l'évolution, c'est une série de contingences. Donc, on sait très bien qu'aujourd'hui, que si l'évolution devait repartir dans les mêmes conditions initiales, il n'y aurait pas d'hommes, il n'y aurait pas de chevaux, il n'y aurait pas de virus, de la grippe, etc., etc. Et qu'en l'occurrence, c'est ça qui est très difficile à comprendre pour nous aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une grande histoire qui s'appelle la vie, mais qui n'a pas de but. L'homme fait partie de cette histoire, et c'est nous qui lui donnons sens. Il n'y a pas de sens dans l'histoire de la vie. Et l'homme n'est pas l'aboutissement de ce sens, de cette finalité. Et c'est nous qui donnons sens à une histoire qui n'en a pas. C'est ça le véritable enjeu aujourd'hui. Et c'est comme ça que moi je verrais l'humanisation, mais cette humanisation, au sens de Teilhard de Chardin, c'est une responsabilité que l'homme a vis-à-vis de l'ensemble de la vie, des autres hommes bien sûr, mais de la vie. Ce refus, au fond, de la contingence par l'homme, vouloir inscrire son existence dans une sorte de nécessité, ça a évidemment la peau dure. Est-ce que ça n'est pas une des manifestations de l'anthropocentrisme? Il y en a d'autres, mais cette tendance très largement, au fond, inconsciente à valoriser un référentiel, à savoir en l'occurrence l'homme. Alors je ne suis pas sûr que ce soit, comment dire, un référentiel inconscient. On nous a mis ça dans la tête, hein. Il n'y a rien qui, d'un point de vue de ce que l'on connaît de la pensée partagée avec les grands singes, ou de la génétique, ou de l'évolution des comportements, ça c'est vraiment une invention de nos cultures. Mais en l'occurrence, la contingence est difficile à accepter. Et il y a des textes superbes qui ont été écrits par de grands évolutionnistes comme Charles Darwin et Thomas Huxley, qui ont souffert dans leur vie, l'un et l'autre perdant un enfant chéri. Et là se posait la question, moi qui suis évolutionniste et qui accepte l'idée qu'il puisse y avoir de la contingence, quand la contingence vient me frapper au plus près de moi et de ce qui est cher, est-ce que je peux me limiter à cela? Quelqu'un qui perd un enfant ne peut pas se contenter de dire c'est la contingence. Ce qui impose quand même de vouloir par rapport à cela donner un sens. Alors, ça peut être Dieu, ça peut être la destinée. C'est très difficile d'accepter que dans la vie, des choses qui nous concernent au plus profond de notre amour, de notre pensée, de notre humanité, puissent être l'objet de la contingence. C'est inacceptable pour nous tous. Et à partir de là, il y a des réflexions qui ont été développées par Darwin, mais surtout aussi par Thomas Huxley, qui d'ailleurs c'est très intéressant, étaient très en conflit avec des prélats, notamment de l'église anglicane, et ils étaient amis quand même, mais très opposés sur cette vision donc, du monde et de l'humain. Et Thomas Huxley recevra un courrier d'ailleurs extrêmement humain, chaleureux, de la part donc, de ses contradicteurs habituels. Et Thomas Huxley a failli se dire, oui, j'ai besoin quand même de ce réconfort d'une certaine manière
au travers de la pensée en Dieu ou autre. Mais il se reprend, parce qu'il dit c'est aussi une contradiction face à moi-même. Voilà la grande difficulté, me semble-t-il, qui est face à nous. On peut dire, et moi je le dis, que la vie n'a pas de sens, n'a pas de finalité, mais c'est extrêmement difficile de vivre avec cela, parce que tant que tout va bien, d'une certaine manière, dans le meilleur des mondes qu'on s'est conçu, c'est pas remis en cause. Mais le jour où, dans notre vie, nous sommes frappés par rapport à cela, donc dans notre pensée la plus profonde, c'est là que nous sommes à l'épreuve de notre pensée. Donc, il y a une espèce de confort de dire qu'il y a du sens ou autre. Et après tout, on peut dire que c'était écrit, c'est le destin, c'est... Bon, bref. Mais quand on sait qu'il n'y a pas de cela qui intervient, c'est beaucoup plus difficile, me semble-t-il, à vivre en tant qu'homme et en tant que femme. Il commence peut-être la dimension du tragique. Et c'est exactement ça, oui, exactement. Une approche éclairée conduit à remettre en cause un certain nombre de caractéristiques sur lesquelles on s'était arrêté traditionnellement pour essayer de dégager des caractéristiques humaines, des spécificités humaines. Par exemple, l'homme serait le seul à avoir une conscience de soi, le langage, la morale, l'homme serait un animal social, etc. Tout cela étant remis en cause par les travaux des primatologues, par exemple, de l'éthologie, est-ce qu'on peut garder comme... peut-être comme caractéristique, l'homme comme animal sportif, homo sportivus. Ah, l'homme sportif, non. Mais il est clair que le sport, quand même assez récent dans l'histoire de l'humanité, mais là aussi on voit le sport du point de vue de notre histoire récente. Le sport a existé chez les Grecs, on sait l'importance que cela avait, mais on s'est rarement posé la question en ce qui concerne d'autres peuples, dits non historique, mais ça c'est complètement faux. Je pense par exemple aux Maasai, où il y a une culture du corps qui est extrêmement importante, et d'autres peuples pratiquent. Chez les Aztèques, il y avait des compétitions, comme vous le savez, dans le sport. Et ça a toujours été lié au sacré d'ailleurs, hein, et à la religion, d'une manière ou d'une autre. En attendant, aujourd'hui, lorsqu'on parle d'éthologie, lorsque nous confrontons les critères classiques de qu'est-ce que l'homme ou l'humain à l'éthologie comparée, c'est-à-dire on compare les comportements, il ne s'agit pas pour les éthologues de diminuer l'homme. Ce n'est pas l'homme qui s'animalise, ce sont les autres espèces, notamment les grands singes, qui, d'un seul coup, rentrent dans la sphère de l'humain. Donc, il ne s'agit pas du tout de nier l'homme, mais il s'agit de sortir l'homme de son isolement complètement ahurissant dans lequel il s'est mis lui-même. Et c'est là qu'effectivement, il y a eu un enfermement dans la tradition occidentale, notamment dans les traditions du livre. Mais là, il y a différentes approches hein, dans le monde, selon les cultures. En Occident, dans la pensée donc méditerranéenne et occidentale, nous acceptons une identité de structure, donc de corps, avec les autres espèces, donc par les gènes, par la régulation, par les squelettes, c'est l'anatomie comparée, et ça pose aucun souci. C'est ça d'ailleurs qui va donner les classifications et qui va donner les théories de l'évolution. Cependant, nous campons toujours sur cette attitude qui dit que, par notre esprit, nous sommes quand même différents. Donc on retombe sur la dichotomie de Descartes, la dichotomie de l'humain. C'est pour ça qu'on a encore ce vocabulaire, l'homme est un primate humain, et il y a des primates non humains. Donc ça ne veut rien dire d'une certaine manière, mais c'est pour sortir l'homme, on accepte l'identité de structure et de corps, mais on sort par la pensée. Voilà, l'homme aurait un supplément d'âme. Mais dans d'autres cultures, ce n'est pas le cas. Vous allez chez les animistes ou autres, c'est-à-dire ce qui fait l'homme se retrouve dans toutes les catégories de la nature, mais par contre, il y a une différence de structure. Donc c'est une autre façon de se penser par rapport au monde. Et donc vous avez en fait un espèce de carré ontologique, si je peux prendre cette expression, où d'autres approches, dans le totémisme par exemple, les individus s'identifient à la fois par la structure et à la fois par l'âme ou la spiritualité. Et d'autres se distinguent sur les deux domaines, et donc on est dans l'analogisme. Vous avez un carré endocontologique avec corps, spiritualité, avec les différentes combinaisons. Nous avons favorisé, depuis donc quelques millénaires, cette dichotomie. Mais il est très clair que par l'éthologie aujourd'hui, par l'étude que nous avons de plus en plus de ce qu'on appelle la psychologie animale, mais vous avez compris que la notion d'animal n'a plus de sens aujourd'hui dans le cadre moderne de l'évolution, eh bien, nous apercevons que bien des aspects que nous croyons depuis longtemps bien campés, distinguant l'homme de l'animal et à commencer des grands singes, ont complètement volé en éclats. Donc aujourd'hui, on n'est plus capable de dire ce qu'est l'homme. Il n'a pas de grands critères
absolue, nous sommes que sur des critères quantitatifs. Mais du quantitatif qui va quand même donner des différences qui au départ sont des différences de degrés, mais qui vont devenir quand même ce qui fait d'un côté un homme et de l'autre côté un grand singe. Donc pour revenir, il est clair que l'animal, ça va de la bactérie au bonobo. C'est un tout tellement complexe et différencié que ça n'a pas grand sens de parler de l'animal. Pour revenir au sport, quand on parle de rivalité, il y a des rivalités parmi les animaux. Chez les grands singes, par exemple, il y a des rivalités. Je continue à parler des animaux, faute de mieux. Il y a des rivalités complexes, et vous aimez souligner la complexité de ces rivalités. Il y a dans le monde humain, évidemment aussi, des rivalités, une infinité de rivalités. Et il y a les rivalités instituées, comme dans le sport. Et j'aimerais qu'on revienne à ces rivalités instituées, c'est-à-dire peut-être esquisser une sorte de généalogie, entre guillemets, animale du sport. Ça, c'est extrêmement difficile. Il est vrai que, par exemple, si on pense à un cheval, le cheval, c'est une évolution absolument fascinante du point de vue de la morphologie, mais ce qu'essaye de faire le dressage, c'est de retrouver des attitudes naturelles. Donc, en définitive, le sport ne fait que développer, à travers la recherche de critères dans le mouvement du corps ou dans ses performances, des aptitudes qui sont naturelles, et parfois d'aller un petit peu au-delà. Il y a deux écoles d'ailleurs sur le dressage, celle qui est le vrai dressage au sens du terme, où on impose à l'animal des figures de style, ce qui était pareil dans la danse d'ailleurs. Tout ça a été codifié notamment en France sous Louis XIV, soit pour les sports équestres ou pour la danse. Et puis il y aura d'autres approches qui consisteront, notamment dans la danse moderne, mais dans l'équitation moderne aussi, à plus valoriser des attitudes donc naturelles telles qu'on peut les reconnaître. Mais là, il faut les reconnaître aussi. Voilà. Alors maintenant, comment peut-on faire une généalogie du sport? Ça, c'est extrêmement difficile. Il est clair qu'il y a des rituels que l'on retrouve d'ailleurs au rugby. Lorsque l'on voit arriver les All Blacks, il y a tout le fameux haka est un domaine de la démonstration. Donc le corps sert plus souvent dans une attitude qui consiste à, sur des registres tout à fait particuliers, on pense au gorille par exemple, lorsqu'il se redresse, il frappe la poitrine, tout ça est très codifié. Là, on est dans la démonstration. J'envoie un message en disant voilà ce que mon corps peut faire. Et puis va arriver le moment de la confrontation. Alors là, on est vraiment sur le registre de la confrontation, de la rivalité, et on pense évidemment aux compétitions entre les mâles. Mais il n'y a pas que les mâles, les femelles aussi rentrent dans des rivalités. Alors le sport, en tant que performance en soi, ça, je ne suis pas sûr que l'on ait vraiment cette notion-là dans le monde animal. Donc d'une manière assez paradoxale, dans cet entretien, on s'aperçoit que les différences entre l'homme et l'animal sont moins au niveau des gènes et à l'autre bout de la pensée et du comportement qu'au niveau de l'usage du corps. Ça, je veux dire, c'est assez paradoxal par rapport à notre grande tradition de la pensée occidentale. Et le corps, dans son apparence et le développement de ses capacités ou autres, eh bien, c'est-à-dire la volonté, moi, en tant qu'individu, homme ou femme ou jeune, qui décide de développer mon corps pour lui donner une certaine performance ou une optimisation de certaines caractéristiques, eh bien ça, à ma connaissance, n'existe que dans les sociétés humaines. Donc c'est un des paradoxes, le propre de l'homme est peut-être plus au niveau du sport que de la pensée. C'est-à-dire que la plasticité du corps, il faut peut-être s'arrêter à la plasticité du corps dans les cultures humaines, d'abord parce que le corps est façonné par le maintien, par un certain nombre de choses, mais est-ce que dans le sport aujourd'hui on n'assiste pas à une transformation du corps, à une action, presque une violence sur le corps, selon des critères de performance, selon des critères d'efficacité? Est-ce que là il n'y a pas une sorte de dérapage au fond d'une certaine façon? Ce qui est important, c'est qu'au travers du sport, nous avons créé des conditions environnementales, à travers l'entraînement au sens le plus large du terme, on a créé des conditions qui permettent de mettre en exergue des capacités qui souvent n'avaient pas été sélectionnées auparavant par l'environnement. D'une certaine manière, jusqu'à ce qu'on arrive
à ce qui est anticipé pour le post-humain, donc l'homme bionique ou biogénétique, donc à transformer l'organisme au travers des gènes, ce qui est envisagé, hein, soyons très clairs. Mais jusqu'à présent, ça a été de prendre ce que nous a légué la nature pour le développer dans les différents types de pratiques sportives. Alors on appelle ça chez nous, dans notre jargon, des exaptations. L'exaptation, ça veut dire quoi? Ce sont des caractéristiques qui existent dans nos organismes. Alors ça peut aller de l'immunologie aux capacités cognitives, en passant, pour ce qui nous intéresse, par les caractéristiques et les performances du corps. Et en changeant d'environnement, nous sommes capables, à travers les différents critères, de développer telle ou telle caractéristique. Et on voit bien que l'homme, c'est absolument fascinant. Il y a, et ça c'est un des paradoxes d'ailleurs, de l'évolution, un paradoxe entre guillemets, c'est que l'évolution nous a légué un corps assez simple d'une certaine manière, puisque nous ne marchons que sur 2 jambes au lieu de marcher sur 4, et que par ailleurs, nous ne courons et marchons que de 2 allures. Nous n'avons que 2 allures, la marche et le trot, et à 2 temps. Vous allez chez n'importe quel quadrupède, donc le registre locomoteur fait intervenir par exemple le pas, tac, 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 4 temps, extrêmement paisible. Le trot, tac, 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 je fais comme les chevaux, mais tout ça, hein, tout le monde en tête. Donc le trot, pardon, tac, 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 et le galop, tac, 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 3 temps. Ça, nous l'avons perdu. Nous n'avons que le trot. Mais cette simplification nous a donné une plasticité extraordinaire qui nous permet de déployer tous les sports. Mais ça, l'évolution n'en a que faire. Parce que l'évolution, de toute façon, n'a aucun sens, il n'y a aucune conscience dans l'évolution. Et c'est les hommes, à travers les pratiques sportives, qui ont pu développer donc cet ensemble de caractéristiques. Regardez ce qu'on peut faire avec un cheval. Les sports équestres ont développé un nombre de caractéristiques considérables. Mais ça ne reste qu'à 4 pattes, malgré qu'il ait 3 allures. Et là, on peut faire du dressage, on peut faire des tas de choses avec les chevaux, mais en l'occurrence, on n'est pas capable, même dans le cadre du spectacle, on pense à Bartabas, mais à tous ces grands dresseurs, eh bien, curieusement, ils ont un répertoire locomoteur dans les allures et les temps des déplacements plus complexes, plus variés que nous, mais ils ont moins de souplesse. Et ça, c'est un travail sur nous-mêmes. C'est-à-dire, c'est un travail de la pensée, c'est-à-dire, il y a une pensée lorsqu'on développe un entraînement, lorsqu'on développe des objectifs, il y a une pensée, on se donne un but, et on a modelé notre corps là-dessus. Et c'est ça qui est étonnant, parce que l'évolution nous a légué cette plasticité, et nous avons travaillé dessus. C'est pour ça, d'une certaine manière, d'une manière assez curieuse, qu'on ne le retrouve pas peut-être chez les grands singes. Je n'ai pas, à ma connaissance, d'exemple à vous donner de pratiques sportives d'entraînement. Les grands singes peuvent faire des choses extraordinaires. Donc on a de magnifiques gymnastes, mais un chimpanzé dans les arbres, il faut s'accrocher, c'est qu'à le dire. Mais il n'y aura pas de recherche esthétique. Il y aura parfois des démonstrations. Mais en l'occurrence, il n'y a pas de pratique d'une propriété de mon organisme pour la performance, à la fois pour moi et vis-à-vis des autres. C'est quand même assez troublant. J'ai envie de vous parler du syndrome de Lucie dont a parlé Yves Coppens. Ah, oui. C'est-à-dire, au fond, nous serions des quadripèdes pas encore complètement des bipèdes achevés. Nous ne serions pas complètement sortis, au fond, de la quadripédie. Si, on est sorti de... Non, vous savez, c'est une vieille histoire. La bipédie et la quadrupédie, mais déjà les philosophes libertins en parlaient. Puis tout le monde connaît cette histoire avec Oedipe, qui est le seul animal qui commence sa vie à 4 pattes, qui la continue à 2, qui la termine à 3. Bien. Il y a toujours eu cette idée que l'homme était un bipède forcé par la culture. Et là, on touche quelque chose d'intéressant. Puisque un jeune enfant qui est abandonné très tôt, c'est le mythe de l'enfant sauvage. Victor, mais il y en a plein d'autres. Il y a Amala et Kamala au début du siècle dernier, en Inde. Bon, cette histoire d'enfants sauvagés, c'est un peu bizarre d'ailleurs. Mais en l'occurrence, tous se déplaçaient à 4 pattes. Et ils allaient vachement vite, hein. Aucun problème. Donc des performances à 4 pattes qui sont absolument étonnantes. Mais ceci dit, le développement de la bipédie, nous naissons, soyons très clairs, avec des aptitudes à la bipédie. Ça, c'est lié à notre évolution. Mais selon l'environnement dans lequel on va être, alors si on a abandonné des hommes, on reste à 4 pattes, mais sinon on va marcher debout. Eh bien l'inverse existe aussi.
Si vous prenez de jeunes grands singes et que vous les élevez dans un environnement, on va dire humain pour le coup, où autour d'eux on marche debout, ben les jeunes grands singes marcheront beaucoup plus debout. Alors ils ne seront jamais bipèdes comme nous parce que leur évolution a fait qu'ils ne peuvent pas avoir notre bipédie. Notre bipédie est extraordinairement performante. Soyons très clairs. Mais néanmoins, on voit bien que l'environnement social, et sans l'a complètement négligé, c'est très récent, ça c'est une prise de conscience, c'est qu'à le dire, dans les théories de l'évolution, de l'environnement social, est extrêmement récente. Et c'est là-dessus qu'il faut développer cela. Et je vais vous dire pourquoi maintenant, parce que ça nous amène vraiment dans l'actualité scientifique. L'homme et les chimpanzés, 1% de différence génétique, c'est tout. Mais où c'est plus intéressant, c'est sur très peu de gènes, que sur 25 000 gènes. Ce n'est rien du tout. Donc en fait, toute notre évolution joue déjà au niveau génétique sur la combinatoire des gènes. Et l'évolution va travailler sur cette plasticité. Alors bon, vous prenez un chimpanzé que vous inscrivez dans les meilleures écoles de sport en France ou dans le monde, ou l'Institut national de l'éducation physique à Paris, il ne va jamais courir à 100 mètres comme un homme. Ça, c'est très clair. Mais en l'occurrence, on sera capable de leur faire des choses que l'on ne voit pas dans la nature. Et c'est ça que nous avons fait, nous, dans l'évolution humaine. C'est justement, enfin, en tout cas sociale, c'est d'avoir développé des caractéristiques qui n'étaient pas sélectionnées et qu'on a mis en exergue. Donc il n'y a pas de syndrome de Lucie, nous ne sommes pas des bipèdes inachevés. Il faut comprendre que nous naissons avec l'aptitude à la bipédie et qu'après cela, une fois que nous naissons, en tant que jeune homme ou jeune femme, eh bien, tout l'environnement social, qui va être bien sûr scolaire, sportif, etc., va modeler notre corps. Donc nous ne sommes pas inachevés. Au contraire, notre évolution nous a légué cette ouverture sur lesquelles vont se déployer tous les sports, et même aujourd'hui des nouveaux sports auxquels on ne pensait pas du tout. Et c'est quand même assez fascinant. Mais ça, c'est un corps ouvert dans ses contraintes, mais ses potentialités, qui est livré à la créativité de justement notre pensée, au vrai sens du terme, qui nous permet de déployer ces différentes morphologies et ces différentes performances. Et pour revenir au syndrome de Lucie, alors, précisément? Je ne sais pas ce qu'est le syndrome de Lucie. Bon, Lucie, ça allait très bien, hein. Elle marchait dans la savane en roulant des hanches, mais elle ne pouvait pas courir. Et par contre, dans les arbres, elle se déplaçait peut-être pas aussi bien que des chimpanzés. Donc elle n'est pas intermédiaire, il faut faire attention. Elle avait son propre répertoire locomoteur, mais il est très clair que pour elle, de son point de vue, ça allait très bien. Donc, ce syndrome de Lucie, j'ai un peu de mal à le comprendre. Moi, ce que j'appelle le syndrome de Lucie, c'est plutôt la volonté qu'ont des paléanthropologues d'être aussi célèbres que Yves Coppens, qui avait découvert Lucie. Mais ça, c'est autre chose. Revenons aux rivalités, aux antagonismes qui sont observables dans l'ensemble du règne et animal et humain. Est-ce que les règlements de ces antagonismes ne se font peut-être pas de la même manière ici et là? Et peut-être surtout, y a-t-il dans le cadre humain l'intervention éventuelle de la figure de l'arbitre? Oui. Il y a peut-être là quelque chose qui mérite d'être développé. Le rôle de l'arbitre, c'est accepter que dans la confrontation, donc, il y ait un intermédiaire qui dit la règle. Alors, là, c'est un petit peu difficile parce qu'on a très peu d'exemples tels que ceci. D'un point de vue individuel, il est très clair qu'on connaît des confrontations dans la nature, et on pense le plus souvent dans le cadre de la sélection sexuelle, notamment la compétition sexuelle, et on voit les mâles. Alors les mâles, c'est vrai, lorsqu'ils essayent de conserver plusieurs femelles, tout en sachant que les femelles règlent leurs histoires aussi entre elles et interviennent selon leurs critères. Mais la chose étant, il est vrai qu'on est là dans les fondements de la confrontation de l'aspect sportif. On est sur la parade. Donc la parade va déployer des attitudes du corps absolument superbes. Un gorille va se camper, un cheval va se tenir. Donc ils sont très démonstratifs, ils sont magnifiques. Et après, va intervenir la confrontation physique. Mais ça, c'est directement entre deux individus. En général, personne ne va se mettre entre les deux. Maintenant, l'intervention d'un individu pour régler un conflit, ça existe chez les chimpanzés dans l'état actuel des choses, où lorsqu'il y a vraiment eu conflit, où ça a été un petit peu loin, les protagonistes donc, vont s'écarter, ils ne vont plus se parler d'une certaine manière, ils ne vont plus se regarder, ils ne vont plus interchanger. Donc les individus vont interférer
pour rétablir le contact. Un mâle dominant et une femelle dominante pourra intervenir aussi pour régler les conflits sociaux. Donc il y a des individus qui souvent ont un statut d'autorité, soyons très clairs, mâle dominant, femelle dominante, ou très influents, qui vont interférer, faire des arbitrages et établir des ambassades pour la réconciliation. Mais à l'inverse de ce qui se passe chez l'homme, ou lorsqu'il y a des conflits, des compétitions sportives ou des confrontations, il n'y a pas de règles établies. C'est-à-dire, les joueurs qui rentrent sur le terrain savent qu'il y a des règles. On sait très bien que très rapidement, d'une manière ou d'une autre, volontairement ou involontairement, on va jouer avec les règles. Et en l'occurrence, l'arbitre est là pour le rappeler. Et ça, je ne le connais pas dans le cadre des espèces animales, parce que la règle exige quand même qu'il y ait un discours. Donc il n'y a pas de notion discursive. Là, on voit bien que le langage joue un rôle quand même extrêmement important par rapport à cela. Mais il n'empêche qu'il y a quand même des codes. Il y a des codes qui sont non dits dans le monde animal. Mais on voit bien, à partir du moment où ils sont non dits, quel peut être l'arbitre qui peut dire la règle? Donc là, on tombe, me semble-t-il, sur une impossibilité dans l'état actuel des choses. Ce qui ne veut pas dire qu'on voit bien qu'il y a, je le répète, des réconciliations, des ambassades, des arbitrages, mais ça se manifeste directement sur le contexte. On ne peut pas dire à l'autre, tu n'as pas bien fait. On peut lui taper dessus, on peut le menacer, on peut lui dire, le regarder. Donc ça, c'est les chimpanzés, on l'a bien, chez d'autres espèces aussi. Mais la notion de dire la règle, ça n'existe pas à travers, en plus de ça, ce qui exige un partage de la règle, qui est dite également, et ça n'existe pas dans le monde animal, à ma connaissance. Et ça a des conséquences importantes, parce que à la fois c'est ce qui permet d'instituer au fond un temps, un espace et une action particulière, mais dans nos sociétés modernes par exemple, est-ce qu'il ne finit pas par y avoir une sorte de disparition même des codes de règlement des conflits? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de juridisme qui consiste à aller chercher systématiquement des arbitrages, et les arbitrages eux-mêmes appellent des arbitrages? Est-ce qu'on n'est pas dans une sorte de dérive où les conflits appelleront des instances plus ou moins spécialisées pour les régler, mais l'autogestion du conflit aurait tendance à disparaître? Alors ça, c'est une caractéristique assez troublante dans nos sociétés, le recours à l'arbitre. L'arbitre peut être, évidemment, on pense à l'arbitre sur le terrain de sport, mais ça peut être l'arbitrage dans un conflit, dans un couple, avec l'avocat. Ça peut être aussi le psychanalyste. Donc c'est la recherche de l'intermédiaire, ou tout l'arsenal judiciaire. Ce que je trouve troublant dans nos sociétés, en effet, c'est cette incapacité croissante à la réconciliation. On a perdu la vertu du palabre. Et le grand éthologue Franz de Waal, qui a écrit de la réconciliation chez les grands singes, avait fait cette remarque, où effectivement dans la société américaine, où justement il y a une culture de l'apparence, une culture du sport, qui est assez étonnante aux États-Unis, plus développée que ce que l'on a en Europe occidentale, où là, en effet, il y a un recours systématique à l'intermédiaire ou à l'arbitre. D'ailleurs, on évite de rentrer en conflit, parce que ce qui est intéressant, c'est que si le ton monte, ou si l'agressivité commence à monter, ça peut aller dans une extrême violente. Donc ce qui est extraordinaire dans cette société que l'on commence à connaître chez nous, il y a d'un côté l'évitement du conflit. Mais si le conflit se met en place, ou alors on va chercher l'intermédiaire, parce qu'on sait très bien que d'un autre côté, si le conflit s'enclenche d'une manière plus physique ou plus violente, eh bien ça peut aller jusqu'au meurtre. Et c'est ça qui est assez étonnant, puisqu'on a une société qui est complètement déconnectée de ces rituels que l'on a avec ces codes dans le monde animal. Par exemple, il est extrêmement rare que, même chez des tigres, il y a tout un ensemble de rituels, chez les gorilles, de parades, où on va essayer de s'influencer, et l'autre va gagner parce qu'il va faire une meilleure performance, il va plus s'impressionner. Ça, on a tendance à le perdre, et en l'occurrence, on préfère avoir affaire à l'intermédiaire. Mais on n'est plus capable de se regarder dans les yeux et d'établir à travers différents protocoles ces processus de réconciliation. Et ça, je trouve que c'est extrêmement dangereux pour l'avenir des sociétés humaines. Comment entendre, c'est une réflexion que vous aimez faire, que le sport, à certains égards, n'a fait que retravailler un héritage ou une hérédité phylogénétique que nous partageons avec les chimpanzés et les bonobos. Héritage-hérédité, ici encore, nous sommes dans l'hésitation de deux termes. Héritage,
ça donne une conception plus figée. C'est-à-dire, héritage, on hérite d'un état. Hérédité, on hérite, pardon, on reçoit des potentialités. 99% de gènes en commun avec les chimpanzés. Un chimpanzé ne deviendra jamais un homme et un homme ne deviendra jamais un chimpanzé parce que depuis 6 millions d'années, nous n'avons jamais cessé de diverger. Ça, c'est très clair. Alors, depuis 2 millions d'années, enfin, à travers les australopithèques, donc en Afrique, ensuite vers 2 millions d'années, l'apparence change pour notre corps. C'est vraiment les premiers grands hommes, 2 millions d'années, qui ont quasiment notre morphologie dite post-crânienne, donc en dessous du crâne, c'est-à-dire de longues jambes, le pied court, et ces deux allures qui sont caractéristiques de nos modes de locomotion. Et surtout une physiologie. Alors ça, c'est important, parce que ça a été légué par notre évolution. Ça, c'est notre hérédité. Maintenant, il est vrai que, au fil de notre évolution et de la préhistoire, nous allons développer des caractéristiques de notre corps. Alors, si on avait vu l'homme de Cro-Magnon, Cro-Magnon c'est vous et moi, l'homme de Cro-Magnon avait un gabarit, des performances physiques absolument extraordinaires. Et il y a une régression à travers, enfin de notre point de vue actuel, une régression de nos capacités physiques au travers de l'histoire récente. Le néolithique était très très dur, la taille corporelle va baisser, et les corps souffraient. Il suffit de relire Michel Serres, lorsque on voit la façon dont les gens s'habillaient, les souffrances qu'il y avait, même pendant l'âge classique, les corps étaient torturés. Il y avait les maladies, il y avait les souffrances, et puis il y avait aussi cette façon de mal utiliser le côté naturel du corps, et, parce qu'il y avait des contraintes sociales sur le corps. Il y a les corsets chez les femmes, enfin c'était une abomination ce qu'on a fait. Donc tout ceci s'est relibéré. Et ce qui est important de rappeler, c'est que par exemple, génétiquement, les populations humaines actuelles n'ont pas changé. En 3 générations, nous n'avons pas changé génétiquement. Par contre, nous avons considérablement modifié nos environnements. À travers l'école, à travers l'éducation, à travers le sport, nous avons considérablement modifié nos performances physiques et physiologiques. Plus important encore, regardons aujourd'hui les performances de ce qu'on appelle des sportifs âgés. 30 ans, 40 ans. Il y a une vingtaine d'années, on n'aurait jamais imaginé McEnroe, Schumacher, on n'aurait jamais imaginé ces gens-là. On n'aurait jamais imaginé des sportifs de très haut niveau, comme les footballeurs, qui continuent à jouer en équipe de France à plus de 30 ans. Et d'une manière générale, aujourd'hui, on parle d'une 3e vie. C'est-à-dire que les hommes et les femmes à 60 ans puissent continuer à avoir des activités physiques, et on peut parler aussi de sexualité, soyons très clairs. Activité physique à 60 ans, maintenant 70 ans, alors qu'avant, à 30 ans, 40 ans, on est âgé. Je parle de sexualité parce que la sexualité, ça oblige aussi un travail sur le corps, du rapport à l'autre, et la sexualité exige aussi quand même un certain investissement corporel, c'est moins qu'on puisse dire, et physiologique. Et les deux sont liés, c'est quand même assez extraordinaire. Et ceci donc, c'est les hommes en changeant leur environnement, c'est l'alimentation joue un rôle important, mais attendez, mais dans les deux sens. Parce que, évidemment, il est extrêmement agréable de considérer que des hommes et des femmes, à 50 ans, 60 ans, puissent continuer de grandes activités sportives, affectives et sexuelles. Mais n'oublions pas aussi qu'il y a une grande partie de l'humanité qui souffre, puisque on a de plus en plus d'obèses, de gens qui sont isolés. C'est-à-dire que l'environnement, si nous savons par notre éducation, notre capacité à travailler sur nous-mêmes, à faire en sorte que nous puissions maintenir notre corps et notre mental en bonne santé, d'autres personnes, quelles que soient les raisons, mais elles sont connues, inactivité, mal-être social, etc., peuvent aussi aller dans l'autre sens. Donc on n'a jamais eu autant, d'un côté, de personnes qui sont bien dans leur corps et dans leur rapport à l'autre, parce qu'être bien dans son corps, c'est être dans son rapport à l'autre, soyons très clairs, que d'autres qui sont dans leur mal-être corporel et qui sont dissociés de leur rapport à l'autre. Donc notre évolution nous a légué, c'est ça qui est important de souligner, cette merveilleuse potentialité, mais c'est qu'on voit bien que tout ça n'est jamais donné et que c'est toujours un travail sur nous-mêmes.
Mais quand on prend des rivalités entre groupes humains, par exemple, rivalités qui peuvent être instituées ou non, mais il y a des rivalités instituées qui sont des phénomènes extrêmement complexes. On pourrait parler de fait social total. Si on prend par exemple un match, c'est une rivalité instituée avec ses règles. C'est pas simplement une rivalité ludique, c'est aussi une rivalité politique, c'est une rivalité peut-être aussi peut-être religieuse, il y a peut-être une intervention du sacré. Si on prend un match de football, par exemple, au Brésil, il y a un ensemble de choses extrêmement compliquées. En quoi, par exemple, la connaissance des grands primates peut-elle participer à éclairer cette complexité d'un phénomène social? Lorsqu'on parle des rivalités dans le monde animal, on a toujours cette vision cliché, j'y reviens tout le temps, mais c'est celle-ci qui domine, de la compétition, notamment entre les mâles, mais aussi entre les femelles, parce que mais ça on le voit moins bien, parce qu'elles sont moins spectaculaires et elles sont plus malignes. Mais c'est toujours entre individus. Les rivalités entre groupes, c'est beaucoup plus rare, parce que ça nécessite une conscience de groupe. Or, ceci existe. Ceci existe. Chez les singes, on va pas parler des grands singes, chez les singes qui sont plus éloignés de nous d'un point de vue des relations de parenté, on a assisté à des scènes absolument étonnantes, où, par exemple, vous avez des singes mangeurs de feuilles qu'on appelle les colobes, qui sont associés dans les mêmes arbres, ou le même territoire, avec d'autres singes qu'on appelle les cercocèbes, qui sont des mangeurs de fruits. Donc ils mangent chacun leur petit truc de leur côté, ça va très bien. Des boules d'à côté, par exemple, d'autres cercocèbes qui viennent manger les fruits des cercocèbes qui sont sur place. Donc là, les groupes vont défendre leur territoire, mais en plus, ils vont se faire aider par les colobes qui sont plus grands et plus costauds que les cercocèbes. Donc, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a des rivalités entre les groupes, on défend son clan, et qu'un clan peut se faire aider par un autre clan, avec lequel, de toute façon, ils n'ont pas de conflit d'intérêt, et ils ont intérêt à défendre leur communauté, et ils se renvoient, j'allais dire l'ascenseur dans les arbres, c'est un peu comique, mais il s'agit un peu de ça. Donc ça, c'est assez rare. C'est assez rare de voir ce genre de choses. L'autre chose qui existe chez les grands singes, les chimpanzés sont très troublants parce qu'ils sont capables de mettre en place des coalitions, plus souvent entre les mâles, pour entrer en conflit avec les autres. Donc cette capacité à former des coalitions qui vont rentrer dans une relation de rivalité, voire de conflit, et même de guerre, ça peut aller jusqu'à l'extermination, existe chez les grands singes. Et ça, nous les hommes, nous partageons cet héritage avec eux, seulement nous l'avons déployé, comme pour notre corps, dans des activités extraordinairement plus complexes. Cette capacité à faire cela est très ritualisée aussi d'une certaine manière. Et ce qui est assez troublant, c'est que les chimpanzés vont être capables, alors qu'ils sont au centre de leur territoire, de se dire, on va aller rivaliser, voire rentrer en conflit avec l'autre groupe. C'est-à-dire, c'est comme deux équipes de sport qui savent qu'ils vont se rencontrer sur une arène. Alors, la différence avec le sport, c'est qu'on est prévenu, c'est ritualisé. Et dans le sport, effectivement, il y a toujours eu cette dimension sacrée. D'ailleurs, on en parle depuis quelque temps. D'aucuns ont dit qu'il faudrait supprimer les hymnes nationaux avant les matchs. Ça sera supprimer le côté ritualisé. Je ne crois pas que ça marchera et je ne crois pas que ça a besoin d'être fait. Parce que ça fait partie de l'ensemble du sacré, qui peut être le sacré. Évidemment, il y a eu le sacré chez les Grecs, il y avait un côté sacré dans les Jeux Olympiques. Mais il y a toujours eu du sacré chez des peuples de chasseurs-collecteurs. Il y a un côté sacré aussi. Lorsque des déplacements vont avoir lieu, avant des chasses, il y a toujours une ritualisation. À partir du moment où le corps est mobilisé. Je vais parler de la marche, effectivement, où on peut manifester sur place, mais une marche a beaucoup plus de sens chez nous, parce que ça mobilise le corps. En fait, le corps est toujours mobilisé dans ses rapports sociaux. Et puis, chez les Aztèques, ça existait, j'ai déjà dit, ou autres. Et là, effectivement, il y aura, de la part des spectateurs, un investissement dans cette rivalité qui va être donc codifiée avec, à la place du prêtre, on a l'arbitre, tout ça intervient. Et je crois que c'est quelque chose qu'on a complètement développé, mais à partir d'un fond commun. Donc ce qui est fascinant par rapport aux grands singes, ça nous apprend que les fondements de ces comportements existent depuis fort longtemps, depuis des millions d'années, et que nous avons développés dans le cadre des activités humaines. Mais qu'effectivement, notre tendance est à lui donner un sens, ce sens qui peut passer à travers du sacré ou autre. Mais il est très clair que des fois, il peut y avoir des dérapages à partir du moment où
le sacré n'est plus respecté, où il n'y a plus le respect de l'autre, ça peut dériver, comme on le voit donc, dans certains sports qui sont plus propices à cela, comme on le sait, donc notamment au football, où on peut avoir de très très beaux moments, mais on peut avoir des moments qui sont extrêmement difficiles à gérer, notamment entre les différents types de spectateurs. Alors qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas? Donc je pense qu'effectivement, c'est que là, l'arène donc, exacerbe à travers les équipes qui sont en jeu et en lice, donc les rivalités, mais que curieusement ça ne suffit pas, puisque derrière, en dehors de l'arène, ceci se continue, et là c'est extrêmement troublant effectivement. Il y a des groupes qui peuvent refuser les arbitrages, refuser les règles. Qu'est-ce que c'est que les hooligans, d'une certaine manière, si on ne prend pas une interprétation de type sociologique. Des règles, absolument. Est-ce qu'il y a quelque chose d'équivalent dans le règne animal? Enfin, chez les grands singes, disons, arrêtons le règne animal. Curieusement, je ne l'ai jamais vu, moi, dans le monde animal. Peut-être qu'on s'est mal posé la question. Il y a beaucoup de choses en éthologie qui nous sautent à la figure depuis peu de temps. Mais dans l'état actuel des choses, on ne connaît rien de cet ordre-là. Et je crois que c'est manifestement un débordement, d'une certaine manière, de caractéristiques naturelles liées à notre héritage commun avec les chimpanzés, notamment, qui s'exacerbe dans le cadre du jeu social, mais qui, au bout d'un moment, a été tellement loin que même la règle sociale ne peut plus le contrôler. Donc on a affaire à quelque chose qui sort du domaine de l'éthologie. C'est pour ça que quand on dit, quand il y a des conflits comme ça entre ces supporters, on dit c'est de l'animalité, de la sauvagerie. Ben justement non, on le voit bien parce qu'on n'a jamais observé ce genre de choses. Parce que là on est en dehors de toute règle. Et d'un seul coup, et en dehors de toute règle, ce n'est pas retrouver l'animalité, c'est des débordements que seuls les hommes sont capables de mettre, j'allais dire en œuvre, c'est pas le terme, mais à développer sans aucun contrôle. On retombe sur Konrad Lorenz, d'une certaine manière. Konrad Lorenz qui disait que notre agressivité est tellement récente, en raison de notre histoire évolutive, qu'on n'a pas eu le temps de développer les codes qui permettent de la limiter. Mais en l'occurrence, je ne suis pas d'accord avec cela, c'est au contraire. C'est que notre évolution nous a légué cette plasticité extraordinaire qui nous amène à créer tout ce monde de représentation, d'obligations, d'échanges, de sacré, mais que parfois nous n'avons pas développé les codes qui permettent d'éviter ces débordements. Mais ça, ce n'est pas l'animalité, c'est véritablement de la création au sens humain du terme. Oui, parce qu'on peut interpréter ça en termes d'anomie, hein, c'est-à-dire de disparition au fond des règles, mais c'est peut-être aussi parce qu'il y a dans les sociétés humaines une capacité à constamment recréer des règles, et peut-être à opposer des règles à d'autres règles constamment, il y a une sorte de... Ben, c'est ça qui donne l'espoir chez l'homme, effectivement, parce que quand on a connu les débordements de l'histoire dans d'autres domaines, heureusement il y a toujours eu cette capacité de recréer d'autres règles. Et on le voit bien, ces débats constants sur les droits, le droit de l'homme, le droit de la femme, le droit de l'animal, sur les tribunaux internationaux, sur les conflits. Ça, c'est récent. Donc, parce qu'en fait, nos sociétés sont capables de mettre en place des débordements absolument effarants et effrayants. L'histoire nous l'a montré. Mais ce que nous a montré aussi l'histoire, c'est qu'on est capable aussi d'instaurer d'autres règles. Donc, c'est toujours, ce qu'on appelle ça chez nous dans l'évolution, la reine rouge. La reine rouge, ça vient de Lewis Carroll. La reine rouge dit à Alice, Alice est au pays imaginaire, et elle a l'impression de ne pas avancer parce qu'elle marche, elle court, et le paysage la suit. Donc elle n'en peut plus, quoi, elle est épuisée. Elle tombe sur la reine de cœur, qui est la reine rouge. La reine de cœur lui dit, ma fille, que vous arrive-t-il? Elle lui dit, Majesté, j'ai l'impression de ne pas avancer. Et la reine de cœur lui demande, c'est comment dans votre pays? Bien, dans mon pays, quand je marche, je cours, je me déplace par rapport aux paysages, aux rochers, aux maisons, etc. Et la reine de cœur lui dit, ma fille, sachez une chose, que dans ce pays, il vous faudra courir le plus vite possible pour rester à votre place. Ben, c'est ça. Donc ça fait penser un peu au sport d'ailleurs, hein. C'est une image sportive un petit peu de ce qu'est à la fois l'évolution, ça existe dans l'évolution, mais c'est aussi une image de ce qui se passe dans nos sociétés. Il n'y a jamais rien d'acquis. C'est-à-dire que, justement, la culture permet de mettre en place de nouveaux comportements beaucoup plus rapidement que dans la nature, parce qu'évidemment, ça ne passe pas par des processus de sélection qui peuvent aller vite. Mais dans nos cultures humaines, ça va encore beaucoup plus vite, mais qu'en l'occurrence, c'est toujours la reine rouge. Donc il n'y a jamais d'absolu. Bien sûr qu'on peut dire la règle, mais l'application de la règle elle-même nous oblige aussi toujours à avancer. Alors il y a différentes façons de faire.
il y a le droit coutumier des anglo-saxons. En France, on croit qu'il suffit d'écrire pour que ce soit fait, mais on voit bien que c'est beaucoup plus complexe que cela. Mais on est toujours dans cette course. Voilà, c'est une course sans fin, c'est comme la course au record. Nous sommes toujours dans un monde d'une dynamique qui nous amène à toujours bouger parce que les autres nous obligent à bouger. Oui, puis peut-être aussi parce que de la même façon qu'on a tendance concernant les grands singes, par exemple, à imaginer qu'ils sont simplement commandés par l'instinct, alors que nous avons des règles instituées, on a l'impression dans nos sociétés que ceux qui échappent à la règle commune sont évidemment dans le désordre et dans l'anomie, pourquoi pas commandés par leur bestialité. Je pense aux événements des banlieues récemment, où on a interprété cela comme facteur pur de désordre, sans être attentif aux règles mises en place, qui sont peut-être parfois beaucoup plus rigides que dans le reste de la société. Il y a des règles dans ces banlieues qu'on peut accepter ou pas, qui ne sont peut-être pas les règles de la République coutumière, où on peut considérer que ce sont des sauvageons, ce qui a été dit en d'autres temps, ou est-ce qu'on ne peut pas se dire que derrière cette haine, c'est un cri d'amour qui n'est pas entendu. On a l'impression que la règle de la République ne s'applique pas à eux. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression que les règles qui sont celles des autres à travers l'éducation, à travers le groupe social, à travers ce qu'on peut appeler les règles de la République en général, ces règles ne s'appliquent pas à eux, donc ils sont exclus. Donc on les a mis, et c'est vrai, en dehors du champ de la règle. À partir de là, ils n'ont pas de règles. Et c'est pas spontané. On ne rentre pas dans le jeu. À partir du moment où il n'y a pas d'espoir, si dans un sport, l'autre en face ne respecte plus du tout la règle, ou si la règle n'est pas appliquée, à partir de là, pourquoi allez-vous la respecter? C'est comme le dopage, c'est comme tout cela. Donc il y a une telle absence un tel sentiment d'exclusion et d'extériorité par rapport à la règle commune que quasiment c'est une violence qui est sur eux-mêmes. Et ça, je crois que c'était rarement souligné. Pour revenir au sport et aux événements sportifs qui peuvent être l'occasion de rivalités parfois assez violentes entre groupes, entre supporters, on peut se demander aussi si les rivalités en général dans nos sociétés, elles ont tendance à être de plus en plus invisibles, à être de plus en plus occultées. On a une virtualisation au fond des rivalités, jusqu'aux guerres. Qu'est-ce que c'est que les guerres aujourd'hui? C'est de l'électronique. Au fond, est-ce que le sport ne reste pas un des derniers lieux de visibilité des rivalités instituées, avec d'ailleurs un certain nombre de signes qui étaient caractéristiques des rivalités antérieures, par exemple les fanions, les couleurs, vous parliez tout à l'heure de l'hymne national, du drapeau. Donc est-ce que le sport ne se trouve pas investi finalement d'un certain nombre de choses qui ont déserté le reste des cadres sociaux ou des contradictions sociales? Jusqu'il y a encore très peu de temps, dans les conflits menés par les États, ou les groupes, qu'importe, il y avait toujours un effet de parade, de démonstration. Le corps était orné de plumes, de masques, il y avait les chants, il y avait des cris. Enfin bref, avant d'entrer en conflit, il y avait une démonstration au sens éthologique du terme. C'est-à-dire on parade pour impressionner l'autre ou pour montrer à l'autre « je suis plus beau, je suis plus fort, je suis mieux armé, je suis plus rapide », qu'importe. Mais en tout cas, avant la confrontation, il y avait toute une ritualisation. Et après, pouvait intervenir le conflit en lui-même, et là, effectivement, avec ce que l'on sait sur les champs de bataille. Ce qui est assez étonnant, en effet, c'est que cette façon de mener les conflits va s'atténuer. Il y a toujours des conflits, mais en tout cas, ce côté de parade, de démonstration, au XXe siècle d'ailleurs, avec, par contre, le développement du sport en parallèle. C'est-à-dire que la confrontation entre les groupes va rentrer sur des différents types de rituels. Et d'ailleurs, on le voit bien, même aujourd'hui dans le sport moderne, l'importance de la démonstration vestimentaire. Quand on voit une finale de 100 mètres aux Jeux Olympiques, quand on voit le tennis aussi, qui sont complètement ouverts il y a une trentaine d'années, avec les tenues, on n'aurait jamais imaginé les tenues qu'on voit chez les joueurs de tennis et les joueuses de tennis aujourd'hui, il y a simplement 70 ans, où tout le monde était dans la même tenue ou autre. Parce que les rituels se jouaient ailleurs. Dans un 100 mètres, le plus spectaculaire, c'est moins le 100 mètres d'une certaine manière que les processus adoptés par les uns et les autres, dont la concentration, qui est à la fois une concentration pour soi, mais aussi une démonstration vis-à-vis de l'autre.
Ceci n'existe plus du tout dans les conflits. Dans les conflits dits modernes, effectivement, c'est le camouflage. On peut atteindre l'ennemi sans jamais le voir. Et aujourd'hui, on sait très bien que les conflits ne sont acceptables que parce qu'on ne voit plus les effets, en définitive, des confrontations et de ces atteintes au corps. On n'en parle plus. On n'a plus du tout d'image des conflits. On appelait ça les guerres propres, ou c'est quand même hallucinant. On sait très bien qu'il y a des cadavres, il y a des gens qui souffrent, mais ça, on ne le voit plus. Donc le sport, ce qui me trouble un peu, a remplacé cette vision du corps qui est touchée chez l'autre, chez l'adversaire, alors que là où les corps sont détruits, on n'a plus du tout cette image-là. Donc revenir sur cette idée, qui est une idée importante, qui a été développée par une femme d'ailleurs, qui a écrit un livre qui s'appelle Le Zoo des philosophes, Ouais. où elle montre qu'au fond, l'attitude que nous avons eue à l'égard des grands singes, en particulier des chimpanzés, attitude de rupture, de condescendance, on la retrouve à l'intérieur même de l'humanité. Lorsqu'il s'agit d'exclure ou de soumettre des hommes ou des groupes humains, au fond, on les déshumanise, on les animalise. On en fait presque aussi des singes. Je me souviens par exemple en Alabama, lorsqu'il y a eu la fameuse marche des droits civiques, il y avait des petits blancs qui étaient de part et d'autre de cette marche, qui criaient aux zoo les singes, en parlant évidemment des militants noirs. Alors, c'est intéressant que vous souligniez le fait que ce soit une femme philosophe qui écrit cela. Et ça nous renvoie à l'éthologie. C'est quand même assez drôle ce qui s'est passé. C'est qu'au départ, il y avait quelques hommes sur le terrain, notamment les Japonais. Et eux n'étaient pas du tout troublés à l'idée d'être parmi les grands singes ou autres. Mais très vite sont arrivés les Occidentaux, notamment des femmes. Et les femmes ont été tout de suite extrêmement sensibles à la notion d'individu, de différence ou autre. Par contre, les hommes, eux, étaient beaucoup plus distanciés. Et dans les représentations qu'on a eues de l'éthologie, on avait les femmes qui étaient avec leur sujet, donc elles sont moins dans l'objectivité. Les hommes étaient distanciés, donc ils étaient plus dans l'objectivité. Donc on voit bien comment notre culture nous a amenés à reproduire ce genre de schéma que l'on a retrouvé en science. Mais il est très clair que la notion d'animalité est un concept absolument effroyable, qui est un concept que d'exclusion. À partir du moment où je veux écarter l'autre, jusqu'à l'éliminer, écarter, ça peut prendre tout un éventail de comportements et d'actions. Et à partir de là, l'animalité, ça consiste à dire l'autre n'est pas de mon humanité, donc c'est créer une altérité négative, et donc je peux l'exclure et l'éliminer. Et tous les registres de l'exclusion que l'on connaît en Occident sont basés sur la même chose. Je dénie à l'autre de la pensée, de la conscience, une âme, de la sensibilité même. La sensibilité intervient là-dedans, des émotions. Donc s'il n'en a pas, c'est une machine, donc je peux l'éliminer comme je le veux. Et ça a été le pire concept qui a été inventé dans la pensée occidentale. Alors, maintenant, soyons très clairs. J'ai parlé de la pensée occidentale, mais dans tous les peuples, il y a cette affirmation, nous les hommes. Ce qui veut dire, nous les hommes, pas que les mâles, mais nous en tant que groupe, avec notre langue, nos cultures, nos croyances, nos régimes alimentaires. C'est l'alimentation est aussi un facteur d'identification et d'exclusion. Donc tout ce qui rentre du domaine de la culture, en définitive, est un domaine qui est le nôtre, à nous les hommes, et ceux d'à côté ne sont pas dans cette sphère-là. Et ce que je trouve étonnant dans cette grande affaire de la diversité culturelle, où chaque groupe humain dit « c'est nous » et il y a les autres. Alors l'Occident est allé beaucoup plus loin avec le critère d'animalité, c'est qu'en l'occurrence, les hommes savent très bien qu'ils ont affaire à d'autres hommes parce qu'ils se rencontrent dans un même corps. C'est ça qui est absolument extraordinaire. Imaginez cette rencontre extraordinaire quand les Amérindiens voient débarquer des caravelles les Espagnols. Ils vont se poser des questions. L'Occident, ça sera la controverse de Valladolid, mais les Indiens se poseront la même question, est-ce qu'on a affaire à des dieux ou des hommes? Et très vite, parce que nous sommes les seuls à marcher debout, à être bipèdes, et parce que les corps des uns et des autres peuvent souffrir ou se décomposer, et bien de part et d'autre, on saura que nous sommes de la même espèce. Et on voit bien que le critère d'exclusion, ce n'est pas à travers le corps, mais surtout à travers la culture. Et la culture, donc, a pu créer des facteurs
d'élimination de l'autre absolument terrifiant. Et ceci traverse toute la pensée de l'humanité. Alors, qu'en était-il imaginé il y a 50 000 ans quand Néandertal rencontrait Cro-Magnon? On n'en sait rien du tout. Alors ça laisse évidemment plein d'interrogations auxquelles nous, les paléanthropologues, nous laissons dériver. Mais là aussi, j'ai des collègues qui disent « Néandertal, ce n'était pas un homme comme nous ». Je pense, avec d'autres collègues bien sûr, que Néandertal était un homme comme nous. Cette différence que nous avons évoquée entre humanité et espèce humaine. Mais le corps, justement le sport, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à travers ces différents langages des différentes pratiques sportives, il n'empêche que ça mobilise toujours le même corps et que là, à travers le côté universel des Jeux Olympiques, effectivement, nous nous retrouvons tous à travers les rituels passés, les hymnes passés, les cérémonies passées. Au moment où le sport entre en scène, où le sport a lieu, eh bien, nous sommes tous sur le même langage universel. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans cette modernité autour du sport, c'est qu'on va tous accepter, indépendamment de nos langues ou autres. Bien sûr, il y a des sports qui ont des assises traditionnelles, plus ou moins développées à travers tel type de pratique. Il y a quand même toujours une composante universelle, et à partir de là, nous retrouvons le même langage. Mais ce n'est pas un langage des origines, soyons très clairs. Ce corps nous a été légué par notre évolution. Mais nous les hommes, à travers la diversité des pratiques sportives, nous avons mis des règles, des langages et de la symbolique dans les différentes pratiques sportives. Donc, ce n'est pas retourner vers l'animalité, que je n'aime pas du tout, c'est au contraire que nous avons pu, à travers le développement de ces pratiques sportives, eh bien, mettre en place différents types de langages dans les différentes pratiques sportives qui nous permettent, que l'on soit du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, de se reconnaître, d'accepter les règles et de partager cette universalité. Il n'y a que le sport qui a pu faire cela. Donc, pour conclure, autorisons-nous une sorte d'échappée un peu utopique ou utopiste. Si on considère que, partant des grandes rivalités qui sont tout de même un des traits de nos origines, est-ce qu'on ne peut pas constater dans les sociétés humaines une sorte de, je dirais pas de progrès, méfions-nous de ce terme, mais enfin une symbolisation chaque fois plus grande au fond des conflits. On a substitué aux sacrifices humains peut-être des animaux, et c'est une bonne chose, ensuite peut-être des symboles simplement, je sais pas, le pain, une hostie. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'à terme, qu'on n'ait plus besoin au fond d'avoir recours à ces mises en scène ritualisées, qu'il y ait une sorte d'autorèglement au fond plus spontané des différents humains. Ah, est-ce que nous sommes capables d'abandonner tout cela? Moi, je ne le pense pas, parce que tout cela fait partie de notre rapport à nous et aux autres. Et imaginons que nous soyons capables de satisfaire nos besoins physiologiques à travers les progrès de la nutrition, à travers les progrès des sciences cognitives. C'est-à-dire que nous soyons capables, par exemple, de créer par des stimulations, on y arrivera peut-être un jour, des satisfactions de type esthétique, ou même les différents types d'orgasmes qu'on peut avoir, sexuels ou autres, de béatitude, etc. Bon, je ne vais pas reprendre Sainte Thérèse d'Avila, mais soyons très clairs, imaginons que l'on soit capable, à travers les progrès des connaissances et surtout des techniques, de faire cela. Pour moi, l'homme est fini. Parce que nous serions dans une attitude où nous aurions des individus, des corps qui fonctionnent, mais qui seraient plutôt capables d'avoir ces nourritures symboliques, qui sont vraiment une caractéristique de l'évolution des sociétés humaines, même si ça existe chez les grands sages. La nourriture, ce n'est pas la nutrition. La nourriture, c'est du manger social. C'est manger avec l'autre. La nourriture, ça participe aussi, même chez les chimpanzés, du rapport à l'autre dans la société, mais aussi du rapport à la sexualité. Donc, nous n'avons pas que des fonctions. Donc, me semble-t-il, le jour où on aura plus tous ces aspects rituels ou symboliques, nous aurons perdu vraiment notre humanité, et d'un seul coup, nous aurons créé l'animanité.